Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. À la une de l'actualité, le maire de Dakar, Khalifa Sall, a été condamné à 5 ans de prison et 5 millions de francs CFA d'amende ce vendredi 30 mars. Il a été reconnu coupable d'escroquerie de deniers publics. Le développement digital, un enjeu économique mondial qui s'est invité à Conakry. Un forum international s'est tenu en ce sens le 23 mars. Et puis en Côte d'Ivoire, l'émancipation des femmes et leur représentativité sont le combat de nombreuses femmes. Parmi elles, on compte Marie-Paul Kodjo, docteure et militante émérite pour l'égalité des genres. Mais tout d'abord, l'ancien vice-président sud-soudanais Riek Machar, bientôt libre. L'IGAD, le bloc régional de l'autorité intergouvernementale pour le développement, a accordé la levée de l'assignation à résidence du chef rebelle du Soudan du Sud. Privé de toute visite et exclu du processus de paix au Soudan du Sud, Riek Machar a été placé en résidence surveillée près de Johannesburg, en Afrique du Sud. Néanmoins, l'IGAD a annoncé que cette décision est conditionnelle. Riek Machar pourrait recouvrer la liberté si et seulement si il acceptait de renoncer à la violence, de ne pas entraver le processus de paix et de ne plus entrer au Soudan du Sud. Khalifa Sall a été reconnu coupable par la justice sénégalaise ce vendredi 30 mars. Le maire de Dakar a écopé de 5 ans de prison ferme et 5 millions de francs CFA d'amende. Il a été reconnu coupable de faits de faux dans des documents administratifs, de faux en écriture privée pour complicité et de délits d'escroquerie. Émoi, colère ou encore effroi, les réactions au jugement de celui qui a depuis longtemps été pressenti comme un candidat potentiel à la présidentielle de 2019 sont nombreuses et diverges, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant à Dakar, Ella Djindjaï. Plus de 2 mois de procès, Khalifa Sall et compagnie sont en fait fixés sur leur sort. L'édile de Dakar devra prolonger son séjour carcéral après avoir écopé d'une peine d'emprisonnement de 5 ans ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA. J'ai honte de cette justice sénégalaise. J'ai honte pour mon peuple. J'ai honte pour ma justice. Je pensais que l'homme dira le droit. C'est ce qui nous a permis à comprendre qu'il dira le droit aujourd'hui. Mais à partir d'aujourd'hui, j'ai une honte. J'ai honte envers moi. J'ai honte pour ce Sénégal qu'on dise émergent. Ce n'est pas un Sénégal émergent. C'est le contraire qui m'aurait étonné et tout le monde savait qu'il allait être condamné. Je suis trop déçu de ce jugement. Khalifa Sall est poursuivi pour les chefs d'inculpation de faux et usage de faux sur des documents administratifs, association de malfaiteurs, escroquerie portant sur les deniers publics, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. Pour ses sympathisants, le président Macky Sall veut écarter ses potentiels adversaires pour la présidentielle de 2019. Bon, moi j'ai toujours dit que cette affaire n'a aucune connotation politique. C'est-à-dire que c'est eux qui ont voulu faire de cette affaire-là une affaire politique. Et je vous rappelle qu'à l'entame du procès, le président du tribunal, Malick Lamotte, avait eu à rappeler qu'ils ne sont pas un tribunal politique et qu'ils ne sont pas saisis de faits politiques, mais qu'ils sont saisis de faits de droit commun, d'infractions relevant du code pénal. Avec ce verdict, le maire de Dakar ne pourra plus se présenter à la présidentielle de 2019. Toutefois, les avocats de la défense comptent faire appel auprès de la Cour de cassation. Le développement digital, un enjeu mondial qui s'est invité à Conakry le 23 mars 2018 à l'occasion d'un forum international. Un sujet sur lequel les autorités guinéennes ont multiplié les efforts ces dernières années et le développement économique du pays en dépend. Compte rendu de notre correspondant en Guinée, Emmanuel Minemono, commenté par Solange Dubois. Le potentiel numérique à développer en Guinée reste encore largement inexploité. Ces dernières années ont tout de même connu de nombreux efforts, notamment dans la mise en place des infrastructures adéquates. C'est le cas du projet de backbone national, avec le déploiement de la fibre optique financée à hauteur de 238 millions de dollars par la Banque mondiale. Il vise à doter l'ensemble du pays d'accès à la connexion Internet haut débit. Le forum de la transformation digitale qui s'est tenu le 23 mars 2018 à Conakry a fait ressortir les avantages liés à ce secteur en Guinée. L'enjeu majeur de l'expertise, c'est la maîtrise même de notre développement. Nous avons 2 possibilités. Soit nous continuons à être des consommateurs de technologie, soit alors nous avons la capacité de nous les approprier et de mettre en place des technologies adaptées, endogènes, adaptées à nos réalités. Le développement du numérique en Guinée est avant tout un enjeu économique et c'est ce que tentent de démontrer les experts.
Ces dernières années, la modernisation de l'administration publique et la numérisation de la collecte de certaines recettes publiques ont connu une avancée. Cette numérisation a permis de réduire le circuit de l'argent et ainsi augmenter de manière considérable le taux de recouvrement. En 2017, nous avons utilisé cette plateforme ou cet outil pour mobiliser les vignettes, les revenus issus des ventes de vignettes. Ça nous a rapporté 3-4 fois plus que ce qui était prévu dans la loi de finances. Les ressources prennent des destinations plutôt retraçables. Le contrôle devient plus facile et l'exécution aussi facile à établir. En Guinée, ce sont pour l'instant la fonction publique, l'éducation et les finances qui sont en avance dans le domaine de la numérisation. Une adaptation s'impose, notamment dans le cadre de l'amélioration de la traçabilité des fonds publics et la rationalisation des dépenses. Selon les autorités, l'essentiel des recettes issues des taxes passera désormais par voie digitale à partir de 2019. 500 000 logements abordables seront construits par le gouvernement kényan d'ici 2022. Ces habitations disponibles à l'achat seront accompagnées par des facilités de refinancement proposées par la KHCR, une société de refinancement, de quoi relancer l'adoption des prêts hypothécaires dont le nombre a particulièrement baissé ces derniers temps. Neile Claude Bessa. Le secteur de l'immobilier kényan revêt une nouvelle formule relative aux prêts hypothécaires. En 2016, le marché hypothécaire du pays s'est contracté en volume à 24 085 contre 24 458 en 2015. Pour y remédier, le pays entreprend des hypothèques moins coûteuses pour augmenter la liquidité sur le marché. Moins de 10% de tous les crédits au logement prennent la forme d'hypothèques du secteur bancaire. La plus grande partie provient des sociétés d'épargne et de crédit et des coopératives de logement. À travers la Kenya Homes Refinance Company, la société de refinancement allouée aux prêts hypothécaires, le gouvernement espère fournir 500 000 logements abordables au Kenya d'ici 2022. Le pays va maintenant avoir un autre financement conjoint qui va nécessairement lui donner un levier pour aider les populations à accueillir du financement. Il faudrait que le Kenya arbitre de façon micro et macroéconomique l'alternative qu'il y a de ce nouveau financement à travers le prêt hypothécaire, parce que c'est un nouveau jeu financier dans l'activité économique, mais il faut faire gaffe que ça ne pèse pas beaucoup, parce que si ça pèse beaucoup, ça va tirer par le bas le secteur bancaire en cas de crise. Considérée comme une étape majeure dans la croissance de l'emprunt hypothécaire, la création de l'entreprise vise à stimuler la croissance du marché hypothécaire. Compte tenu du fait que 61% des ménages urbains kenyans vivent dans des bidonvilles, la venue d'une société de refinancement hypothécaire dans la recherche d'un logement abordable et décent apparaît comme une aubaine en matière de logement. Alors, les Kenyans vont certainement avoir maintenant accès à un habitat au prêt concessionnel. Ça veut dire les prêts acquis pour financer l'immobilier seront des prêts nationaux à des prix concessionnels, ce qui va donc diminuer les coûts d'acquisition des logements. Et ceci ne peut qu'aider le pays à booster l'aspect social et l'aspect d'acquisition du logement. La libéralisation du marché de l'immobilier résidentiel grâce au développement du marché du financement de l'habitation peut offrir au Kenya un large éventail de possibilités de revenus dans le secteur de la construction et de ses métiers connexes. Dans le reste de l'actualité, l'égalité des genres et plus particulièrement l'émancipation de la femme est au cœur du combat de nombreuses femmes ivoiriennes. On compte parmi elles le docteur Marie-Paul Kodjo, également présidente de l'organisation non gouvernementale Plaidou Côte d'Ivoire. Cette femme de 53 ans œuvre pour une meilleure insertion des femmes dans la société ivoirienne et plus particulièrement dans les organes décisionnaires. Portrait réalisé par notre correspondant en Côte d'Ivoire, Oliva Djakotan. Suivez son reportage. À 53 ans, Marie-Paul Kodjo est une figure de proue de la lutte pour l'égalité du genre en Côte d'Ivoire. Titulaire d'un doctorat en odontostomatologie à l'université de Bordeaux 2 et une licence en droit à l'université de Bordeaux 1, Dr Marie-Paul Kodjo est médecin et a exercé au médico-scolaire du Plateau de 1989 à 1996. Depuis plus de 2 décennies, elle milite au sein de la société civile de son pays. Elle forme et finance plusieurs projets pour l'autonomisation financière des femmes. Leur meilleure représentativité au sein des instances de prise de décision reste un combat d'actualité pour Marie-Paul Kodjo. En 2018, les gender balance, nous sommes loin du compte.
on est laissé pour compte. Et je n'aime pas tellement les phrases faciles de dire oui, mais est-ce que les femmes veulent, est-ce qu'elles sont compétentes? Oui, nous avons des femmes compétentes. Oui, nous sommes décidés à lutter pour nos droits. Je vais tout donner encore et encore plus. Et je souhaiterais que beaucoup de jeunes filles suivent mes pas. On retrouve 21% de femmes dans l'actuel gouvernement ivoirien. Aussi, sur les 66 sénateurs nouvellement élus, 8 sont des femmes. Et plusieurs activistes féminines invitent le président de la République, Alassane Ouattara, qui doit en désigner les 33 autres à promouvoir la discrimination positive. Il faut que le chef de l'État, cette histoire de sénatorial-là, qui nous aide à positionner au moins 10 femmes, ou bien 15 femmes, ou bien 100%. Nous attendons maintenant que des lois organiques soient prises pour qu'on vive concrètement ce E4She. Marie-Paul Kodjo a déjà reçu plusieurs distinctions. Un hommage international lui sera rendu du 15 au 25 avril 2018 en Suisse lors d'un colloque des Nations Unies où un prix international Marie-Paul Kodjo récompensera dans les prochaines années les femmes battantes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.